Témoignages donc deux entreprises, il est bien question de la responsabilité sociétale des entreprises, qui vont venir donc témoigner du choix d'une démarche RSE, de sa mise en œuvre et des questions diverses et variées qui se posent à ces organisations lorsqu'elles entrent dans cette démarche. Donc, Monsieur Yves Criton, donc, qui est directeur général de BATICEF, organisme de formation, et qui est aussi, on va dire comme ça, membre actif de la FFP, donc qui aujourd'hui est sollicité à deux titres, hein, c'est représentant de la FFP et puis directeur général de BATICEF, et Samuel Minguet, pardon, qui est directeur général de l'URAGE, donc l'URAGE étant l'Union régionale Habitat Jeune. Alors messieurs, vous avez chacun un micro devant vous, donc je vous invite à prendre le micro. Monsieur Minguet, juste en quelques mots, l'URAGE, présenter ce qu'est l'URAGE, quels sont, je serais tenté de reprendre les propos de l'intervenante Hélène Comte, voilà, je suis en train de chercher son nom. Quelle finalité de l'organisation URAGE? Donc si vous pouvez nous dire quelques mots très rapides sur l'URAGE, ce que ça représente, ce que c'est. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je suis délégué régional, ça c'est pour, si vous voulez être précis, de l'URAGE, Union régionale pour l'habitat des jeunes. Donc nous sommes une union. Et nous unissons, c'est la première de nos finalités, nous faisons union entre 23 associations en Pays de la Loire qui gèrent des résidences Habitat Jeunes, des résidences et des services Habitat Jeunes. Vous êtes ici, nous sommes ici ce matin à Adélis, la résidence Port-Beaulieu, donc dans cette jolie salle. Je suis un peu chez moi, puisque c'est l'un de nos adhérents, effectivement, Adélis, qui est une association nantaise et qui gère 8 résidences sur l'agglomération, dont celle-ci. Donc ces résidences et ces associations Habitat Jeunes qui mettent en place des solutions logement à destination des jeunes de 16 à 30 ans sur l'ensemble. Alors, on existe sur le plan national, je vous parlerai moi précisément des Pays de la Loire bien évidemment, donc on est présent sur l'ensemble des départements de la région, donc des solutions de logement et également d'autres services à destination justement des jeunes, de l'information et puis d'autres services de la formation également, et j'en passe. Donc notre première finalité c'est unir et faire travailler ensemble toutes ces associations qui font le même métier, chacun dans leur coin, dans leur territoire. D'accord, merci. Monsieur Criton, donc quelques mots sur BATICEF et si pour les acteurs dans la salle, quelques mots sur FFP, ce que ça représente en particulier dans la région des Pays de la Loire. Merci Monsieur Bretonneau. Donc BATICEF a été créé en 1984 sous un autre nom, Artefab. On a fusionné en 2012, donc on s'appelle BATICEF depuis. Nous avons été créés par les acteurs de l'artisanat du bâtiment, membres d'une union également, mais nationale, l'Union des associations régionales de formation de l'artisanat du bâtiment, et membres de la FFP. La FFP, c'est la Fédération de la formation professionnelle. C'est une association qui regroupe au plan national plus de 400 structures qui font de la formation professionnelle à titre principal. Là-dedans, il y a de tout, on l'a vu, hein, selon les critères du BPF, du bilan pédagogique et financier, dans des organismes privés, des organismes privés non lucratifs. Et il y a vraiment, on y trouve, ça a été la FFP, la réunion de plusieurs syndicats préalables. C'est la seule organisation professionnelle représentative, donc toutes les grilles de salaire sont traitées avec la FFP comme représentant patronal. En région Pays de la Loire, nous sommes bientôt une cinquantaine d'adhérents, ça gonfle tous les jours. Je crois qu'avec la réforme, les dirigeants de structures, d'organismes de formation
prennent conscience que tout seul on n'avance pas très facilement et que c'est plus facile d'avancer à plusieurs. D'accord, merci. Alors, donc, FFP et RSE, pour revenir sur le sujet principal, la FFP a élaboré une charte RSE à destination des organismes de formation. Donc, je serais tenté de vous poser la question, quelle origine de cette charte, quelle finalité, quel objectif pour les représentants de la FFP que de travailler sur cette démarche RSE? Madame Combe l'a cité dans son exposé, hein, la formation a comme ADN la responsabilité sociale. C'est indissociable. Hein. Je crois que si on a une prétention éducative, on ne peut pas ne pas faire attention au devenir des gens, au devenir des structures au service des gens. On est là-dedans même, et ça c'est intéressant, avec la FFP, j'avais, comme tout le monde, beaucoup d'idées préconçues, et je fréquente par exemple des structures qui sont parmi les leaders français de la formation, et je découvre que dans leur histoire, ces structures sont parties de l'associatif, se sont transformées dans le monde privé pour s'adapter aux réalités d'aujourd'hui, mais restent sur cet ADN, restent sur cette vision. On n'est pas chez les bisounours, c'est pas ce que je veux dire, mais on est dans des structures, hein, où on a entendu une SCOP prendre la parole, on a des formateurs qui créent aujourd'hui, des formateurs indépendants qui créent des SCOP aussi pour être en réseau, ne plus travailler seul. Je crois qu'il est important aujourd'hui de travailler de façon groupée et de rester proche, pour revenir à votre question, de ce qu'on définit comme mission, comme regard, quand on propose un regard formatif à n'importe quel interlocuteur. Donc la FFP a construit une charte RSE, à la fois parce qu'il y a eu un mouvement important, il y a des modes managériales, il y a des modes, il faut pouvoir s'inscrire dans le langage, il y a une pression sociale qui fait qu'il faut s'inscrire dans un langage, y répondre. Et puis la pression sociale se fait tellement forte quelquefois, on vient de parler des appels d'offres, que dans les appels d'offres, il y a aussi des champs complets, dont la région Pays de la Loire qui s'appuie dessus, hein, dans JMQ et l'autre programme, donc où les organismes de formation doivent se poser des questions sur ce qu'ils apportent par rapport à ces questions. Donc la charte, pour répondre d'une façon très brève et synthétique, la charte RSE de la FFP est un outil à disposition des organismes de formation pour les aider à se définir par rapport à toutes ces pressions sociales, mais aussi à mieux définir leur action en interne. D'accord. Je me penche vers M. Minguet. Alors, on a bien compris que vous n'étiez pas organisme de formation, même si vous avez un numéro de déclaration, mais qui est plus tourné vers l'interne chez vous. Quand on a préparé la petite table ronde, vous m'avez dit que vous étiez un peu gêné avec le terme RSE. Donc je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi et quelle démarche vous avez mise en œuvre au sein de l'URAGE aujourd'hui. Voilà. Effectivement, un petit peu gêné par le terme RSE, donc pas que le terme en lui-même me gênait, absolument pas du tout. Je ne ferai pas de sémantique ici, c'est simplement que lorsqu'on évoque la démarche qu'on a mise en place au sein du réseau, le terme RSE, responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, ne m'évoquait pas grand-chose, puisque notre entrée n'était pas, ou comme la vôtre, n'était pas celle-ci. C'est un peu original, mais finalement, toutes les portes d'entrée vont être bonnes si on regarde quelques années après les résultats, puisque notre porte d'entrée à nous, elle était plutôt réglementaire, au tout départ. Nous faisons donc partie du logement social, l'ensemble des associations, et nous sommes entrés dans ce qu'on appelle dans la loi 2002 qui impose justement à tous les établissements sociaux et médico-sociaux dont nous faisons partie de mettre en place une évaluation interne et une évaluation externe de nos activités, de l'ensemble de nos services.
Ça, c'est la première dimension, le premier aspect réglementaire. Et puis, le second, c'est qu'en plus, un de nos partenaires privilégiés sont les CAF en région et la CNAF sur le plan national. Et elle aussi a changé son mode au début des années 2000, enfin 2006, a changé son mode justement de subvention et de partenariat avec un système d'évaluation totalement neuf. Et nous sommes dit, donc avec qui dit circulaire, des échéances précises, évaluation interne, c'était par exemple au 1er janvier 2014, et nous nous sommes dit en interne, eh bien autant nous prendre en main, nous prendre en charge, plutôt que de faire imposer un référentiel d'évaluation qui serait mal adapté ou pas assez adapté à notre activité, parce que bien sûr, on est établissement social médico-social, mais on est bien différent d'une clinique ou d'un hôpital, ou etc. Donc il ne faudrait pas qu'on nous impose le même référentiel. Et nous avons entrepris de travailler sur cette dimension-là. Et donc c'était l'intention de départ, travailler un référentiel tout de suite. Et très rapidement, on s'est vu embarquer dans une autre aventure qu'on a très rapidement appelée démarche qualité. Alors voilà, ça c'est le terme qu'on a appelé plutôt que RSE, mais finalement vers le RSE, on y vient petit à petit. Donc l'entrée chez nous au tout départ, c'est une entrée réglementaire par la porte de nos services, l'évaluation de nos services, elle est celle-ci. Et puis très rapidement et en même temps, on voyait que on pouvait profiter, ou en tout cas c'était en même temps des enjeux pour nous, des objectifs très rapidement, c'était en même temps de valoriser cette évaluation, ce référentiel allait nous permettre de valoriser nos services, notre activité, et ce qu'on fait à l'extérieur, évidemment auprès des jeunes, notre public principal, auprès des partenaires et l'ensemble de la population. Donc valoriser notre savoir-faire, valoriser notre plus-value. C'est un des objectifs ou un des enjeux qu'on a vu assez rapidement. Ce que j'ai pas dit dans la présentation que j'ai faite très succincte du réseau, c'est qu'on est en majorité, en majorité sur les 23 associations dont vous parlez, nous sommes des associations. Et voilà, et on adhère, on travaille dans les valeurs de l'éducation populaire, de l'économie sociale et solidaire. L'URAGE est adhérente à la CRES Pays de la Loire, etc. Aussi. Et que pour nous, justement, valoriser le plus-value, notre plus-value sociale, est très, très importante. C'est l'entrée. Voilà. Et puis l'autre idée, c'était bien évidemment de travailler tous ensemble, les 23 ensemble, à travailler sur une identité plus forte du réseau. Dans les finalités, je pourrais y revenir tout à l'heure. D'accord. Alors concrètement, la démarche que vous avez mise en œuvre, construction d'un référentiel en commun, comment vous avez mis en œuvre cette démarche-là, concrètement au sein du RAGE? On a démarré par imaginer une gouvernance régionale, puisqu'on s'est dit que les 23 associations vont travailler ensemble. Donc il y avait déjà l'URAGE, est aussi une association avec son conseil d'administration, son bureau, très bien. Mais par rapport à la démarche qu'on engageait collectivement, il a fallu mettre en place une gouvernance spécifique. Donc, dans chacune des associations, d'abord, une organisation spécifique, et puis à l'échelle de la région également, avec un comité de pilotage régional. On a revu les missions du conseil d'administration de l'URAGE, etc. Un certain nombre de choses qui ont été réorganisées, et concrètement, ensuite, une fois que ces instances ont pu lancer les choses, ont donné l'impulsion, l'idée était de toute façon pour nous de travailler avec toutes les parties prenantes du projet Habitat Jeune. Toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les administrateurs, les salariés, dans leur totalité, on représente 450 salariés environ dans les Pays de la Loire, et également les jeunes et les usagers de nos services. Notamment, ici, vous déjeunerez sur place, il y a un restaurant, ben voilà, même nos collègues des équipes de restauration, nous les avons impliqués dans cette démarche, et concrètement, ensemble, les 23, eh bien, nous avons rédigé un référentiel. Je vous disais tout à l'heure par l'entrée de nos services, donc les grands points de ce référentiel sont l'accueil des jeunes, l'accompagnement individuel de ces jeunes, l'accompagnement socio-éducatif, donc c'est l'aspect collectif, évidemment l'habitat, et puis on retrouve cette notion d'ancrage territorial, puisque notre projet s'ancre dans le quartier, dans la ville, dans voilà,
l'agglomération dans laquelle nous nous situons à chaque fois. Donc c'est vraiment le référentiel, et ça a permis, et ça a été une étape cruciale, difficile, en même temps parce que là, il fallait qu'on fasse le gap. La plus grosse association du réseau, elle fait 120 salariés à peu près. La plus petite, elle en fait 3. Voilà, évidemment, on ne partage pas les mêmes problématiques. On ne parle pas et même pas les mêmes mots sur les mêmes choses, selon, en plus, qu'on se trouve en centre-ville de Nantes ou qu'on se trouve dans le nord de la Mayenne, par exemple. Voilà. Donc il a fallu un gros travail, même si on avait des habitudes de travail ensemble. Il a fallu... voilà. Et puis après, toute une méthode, peut-être on y reviendra après, mais toute une pratique, une méthode mise en place dans les associations. D'accord. Donc là, on est dans le cadre d'une démarche réseau. Je reviens sur Batisef. Donc, il me semble savoir que Batisef a mis en place une démarche de type RSE. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Monsieur Créton, sur l'origine du projet, ce qui a été mis en œuvre et quelques résultats obtenus aujourd'hui? Rapidement, j'entends. C'est une histoire que vous connaissez sans doute à peu près tous. Lorsque j'ai pris la direction d'Artefab c'était au début du siècle, nous avions encore 40% de subventions. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Lorsque je suis arrivé, nous étions 5. Aujourd'hui, nous sommes 36 permanents. On a 120 formateurs externes. Ça sert à quoi tout ça? Pourquoi faire? Quel est le projet? Où est-ce qu'on va? Comment on y va? Ce sont ces questions-là qu'on se posait avant la fusion. Et donc, on a défini à peu près 8 engagements. On ne s'est pas posé la question de la démarche RSE, d'une démarche qualité, d'une démarche... On se parlait d'une remobilisation, on était prêt à fermer la structure si elle ne servait à rien. C'était pas un problème. Je pense que dès qu'on est interrogé par l'extérieur comme ça, dès que la survie du projet est en jeu, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire et de quelle façon. Donc, sans être trop long, sur les 8 engagements, c'est 1. Obtenir des résultats économiques équilibrés. 2. Apporter une valeur ajoutée à nos clients, c'est-à-dire aux commanditaires, aux stagiaires. Nous sommes associatifs, on parle de clients. On veut bien, on entend que les gens qui viennent chez nous payent une somme et attendent quelque chose en échange. Donc il ne faut pas qu'on se trompe. Troisièmement, diriger avec une vision, être une source d'inspiration, un modèle d'intégrité. Alors, on ne se prétend pas les meilleurs sur Terre, c'est pas ça, mais il fallait que nos décisions soient légitimes, qu'elles soient prises de bonne façon. C'est la fameuse question de la gouvernance qu'on pose aujourd'hui. Quatrièmement, gérer par les processus. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire mettre en place des systèmes d'amélioration continue. Ensuite, 5, réussir grâce aux salariés de la structure. On ne peut pas décréter que l'on va aller dans ce cap si le personnel n'est pas engagé, et on verra aussi si les stagiaires si on ne partage pas, si ça ne sert à rien aux stagiaires. Ensuite, 6, entretenir la créativité et l'innovation. J'ai une coupure de courant. Non, je vois que je suis trop long. Créer des partenariats. On est dans la notion de territoire, je vais la ramener aujourd'hui, on ne l'a pas dit comme ça à l'époque, mais nous avons 120 intervenants externes, sont en majorité des techniciens en poste qui interviennent en plus de leur travail, qui apportent leur technicité. Et donc il fallait que ces gens-là, qui interviennent 2 ou 3 fois chez nous dans l'année, aient intérêt et plaisir et envie de travailler chez nous. Donc comment est-ce qu'on fait pour tisser des liens malgré ces faibles fréquentations? Et enfin, assumer la responsabilité pour un futur durable. Dans le bâtiment, un des enjeux les plus importants aujourd'hui, à notre sens, ce sont 2 choses. C'est la transition énergétique. Le logement consomme 35% des énergies fossiles aujourd'hui,
consommée en France, alors qu'avec ce que l'on sait de la construction, il est possible de ne pas chauffer les maisons, par exemple. D'autre part, vous ignorez peut-être que dans le bâtiment, il y a une crise importante depuis 2008. Nos difficultés sont sans doute liées aux crises du secteur, par mimétisme, et on atteint des niveaux d'activité, des marées basses qu'on n'a pas connues depuis longtemps, et ça devient très préoccupant. Là-dedans, comment les petites entreprises du bâtiment arrivent à s'en sortir, à rester des acteurs autonomes, ayant accès à leur marché, et ne deviendront pas des sous-traitants de marchands de travaux, par exemple. Voilà des éléments, ce qu'on appelle, nous, la construction, le futur durable en bâtiment. D'accord. Et donc, en termes de... Donc, vous avez pris ces engagements, vous assurez, comme vous l'avez dit, une amélioration permanente. Quel constat aujourd'hui, quel résultat de cette démarche-là, d'un point de vue interne, mais aussi externe, pour revenir sur ce que disait Hélène Combe, quelle vision externe On n'a pas fini, on n'a pas tout confirmé, je pense qu'il faudra encore quelques temps. La fusion, c'était 2012, vous voyez, nous sommes sur 3 exercices passés. Donc on a augmenté notre activité de 20% par rapport à la survie de la structure. On ne se pose plus la question de la survie, mais de la façon dont on va gérer de la priorisation de nos actions. Donc vous voyez que les soucis d'ordre immédiat ne sont plus sont réglés. On a un bureau, un conseil d'administration qui remplit pleinement son office, qui est véritablement moteur pour les salariés, qui donne véritablement envie aux salariés, je crois, de travailler. Ce bureau a été élargi à d'autres partenaires. Tous les mois, on se rencontre avec d'autres partenaires avec qui représentent les gens avec qui on travaille. Et les délégués du personnel sont invités, bien sûr, à ce bureau plusieurs fois par an. Donc, on essaye vraiment de travailler avec tout le monde, en engageant tout le monde. On a une réunion d'équipe où l'ensemble puisqu'on est sur 6 lieux géographiques, l'ensemble des acteurs de la structure se retrouvent 3 fois par an. Le prochain est bientôt. Donc, et là, on développe, on présente nos résultats, la façon dont on a acquis ces résultats. On a mis en place un intéressement pour le personnel. Si la structure dégage des résultats, il est logique que le personnel en profite. Donc, et ces résultats ne sont pas attribués en fonction des différences de salaire, mais en fonction du temps de présence dans la structure. Et l'échelle de salaire n'est que de 1 à 3 dans la structure. D'accord, merci. Alors, du côté de l'Urage, quelle valeur ajoutée, quel résultat au bout de cette démarche qui date de 7-8 ans, si j'ai bien compris. Alors, on avait démarré tout début 2009, justement avec une phase de préparation, d'écriture du référentiel, de partage des valeurs, etc. Oui, ça a duré 1 an, un petit peu plus d'1 an. Bien évidemment, on a dû être accompagné d'un organisme spécialisé qui nous accompagnait là-dessus. Un des premiers résultats auxquels on ne s'attendait pas, si on entre tout de suite dans les résultats, mais ça c'est venu en cours et pendant la construction, c'est justement cette réflexion sur la gouvernance. Parce qu'on n'était pas parti à travailler là-dessus. Sur cette question-là, quand je vous disais que notre entrée était plutôt les services, c'était vraiment ça. Il se trouve que nous avons été accompagnés par le conseil régional sur ce projet-là qui, dans nos échanges, nous a dit un jour, mais et alors? Et la qualité, puisqu'on parle de qualité, et la qualité de notre gouvernance et de vos gouvernances, c'est-à-dire des 23 associations engagées dans la démarche. Mais il faudrait y réfléchir. Et puis, à ce moment-là, évidemment, dans une union,
d'associations. Chaque association est autonome, a son propre fonctionnement, et il est évidemment, quand on parle de la qualité de la gouvernance, on touche quelque chose de très personnel, quasiment à l'intime. Et finalement, on avait beaucoup d'appréhension à se lancer sur ce travail-là, et finalement, les 23 se sont lancés, ont joué le jeu, et on a rédigé un référentiel spécifique sur la qualité de notre gouvernance qui reprend toutes les dimensions transversales du fonctionnement d'une association, la RH, la communication, la vie associative, conseil d'administration, bureau, etc., etc. Donc ça, c'est un des premiers résultats. Aujourd'hui, c'est un de nos objectifs, là, 2015, c'est réorganiser un peu notre référentiel et intégrer cette notion et ce référentiel gouvernance dans le référentiel global, puisque finalement, on est un tout, et seulement un tout. Je poursuis sur les autres résultats. En fait, ils sont... les résultats, globalement, avec les quelques années de recul, les résultats sont globalement très positifs. Et on est allé bien plus loin que ce qu'on pensait au fur et à mesure, puisque, comme je vous dis, on a appris en marchant. Et qu'aujourd'hui, cette démarche, alors qu'elle soit à l'échelle de la région, au niveau de l'Urage, ou à l'échelle de chacune des associations, on est dans une vraie démarche d'amélioration des pratiques. On retrouve en fait les mêmes notions. Alors concrètement, au niveau local, je suis obligé de prendre mon papier parce que quand on a listé justement tous les effets observés grâce à la démarche qualité, justement, ils sont nombreux. La première, c'est d'abord, et je reviens à cette notion de service, c'est qu'on a amélioré la qualité des services, justement puisqu'on a dû rédiger un certain nombre de procédures qui n'existaient pas avant. Et cette qualité de service, elle est devenue homogène d'une résidence à l'autre, d'une association à l'autre, à l'échelle de la région. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas gagné au départ. Mais on se disait qu'un jeune, par définition, est mobile, et qu'il aille à Fontenay-le-Comte, à Saint-Nazaire, à Laval, au Mans ou à Angers, il faudrait qu'il trouve le même niveau de service, de logement, etc. Et ça, on y parvient. Mais la route est longue, encore. Mais on est vraiment en marche. Ça permet également... alors là aussi, on a des progrès à faire, mais on observe déjà des choses. C'est que cette démarche qualité, ce référentiel, l'ensemble de ces outils, on évoquait tout à l'heure le fait justement de s'auto-évaluer ou de demander tout à l'heure à un organisme d'évaluation de venir regarder ce qu'on fait. On a adopté cette méthode-là aussi. On organise des audits croisés, c'est-à-dire que l'association X va auditer l'association Y, etc. Et on se renvoie la balle, et par des échanges, on s'enrichit mutuellement. Et il y a une vraie, justement, dynamique associative et interassociative qui s'est mise en place, d'entraide, de solidarité, quelque chose qui existait un peu avant, mais qui a été vraiment renforcé. Et c'est vraiment très, très, très important. Et quelques associations se sont vraiment appropriées cette démarche comme un outil de management, justement, de leur propre association. Et on essaie de transformer l'essai, là, sur 2015, à l'échelle de la région. C'est comment utiliser tous les effets de la démarche qualité et comment les réinjecter, justement, dans la vie du réseau. On observe également qu'on a pu professionnaliser nos équipes, un certain nombre de collègues à travers cette démarche-là. Bon voilà, et puis sur le plan global, bien évidemment, l'idée de renforcer l'identité du réseau, renforcer la communication, savoir parler de nous, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Je ne sais pas vous, là je m'adresse à... Mais nous, dans le secteur associatif, particulièrement l'UAGE, on ne sait pas faire, parler de nous, parler de ce qu'on sait faire. Eh bien, ce type de démarche a vraiment permis une prise de recul, et aujourd'hui on a des éléments objectifs pour dire, bah, voilà qui on est, voilà comment on fonctionne, et voilà ce qu'on apporte aux jeunes, voilà ce qu'on apporte au territoire. Voilà, on commence à savoir le dire. Bien évidemment, je vais rapidement sur les éléments réglementaires, on est complètement du coup prêt, et avec toutes les échéances, mais là j'entre pas dans le détail. Bon voilà, aujourd'hui, en termes de résultats, pour finir, je parlais de management, mais cette démarche qualité, ce référentiel, et au-delà même du référentiel, ce qui s'est passé, l'interaction que ça a produit,
mais entre les collègues, entre les associations, entre les administrateurs, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais connu, et pourtant on était un réseau vivant et dynamique. Elle est devenue, je peux le dire aujourd'hui, c'est comme ça que la colonne vertébrale, d'abord des associations et du projet régional, du projet de l'Urage. Vraiment, c'est devenu quelque chose de central. D'accord. Ce qui, à travers vos deux témoignages, ce qui me semble être commun aux deux, c'est que vous avez fait d'une contrainte ou d'éléments de contrainte des éléments d'opportunité pour développer la gouvernance, la qualité des services, développer l'activité de votre organisme de formation. Dans la salle, la plupart des acteurs sont des acteurs de la formation professionnelle continue. Si vous aviez des éléments type conditions de réussite à indiquer aux personnes qui réfléchissent à la mise en place d'une telle démarche, en quelques mots, elles seraient quoi ces conditions de réussite? Comme vous voulez, je sais pas, Monsieur Minguet. Ouais, oui, mais je vais continuer alors, soit avancer. Ah oui, il y avait des contraintes évidemment. Ça, on pourrait y revenir, mais les premières contraintes qu'on rencontrait, c'était d'abord de la part des associations et des collègues, la peur du flicage, c'est-à-dire de l'audit. Ah bah tiens, surtout dans le social, mon Dieu, c'est une révolution. Dans ce travail-là, on n'a pas l'habitude. C'est venir regarder que quelqu'un d'autre d'extérieur, ou même les collègues, viennent regarder ce que je fais et qu'on vienne évaluer mon travail, alors qu'a priori le social, la relation humaine, ce qu'on produit, n'est pas évaluable. Donc ça, c'était une première crainte. La deuxième, c'était celle du temps, où on est justement, l'ensemble des collègues, très contraints dans nos missions, et on avait peur justement de voir arriver quelque chose en plus qui vient, c'est une mission en plus. Et au fur et à mesure des années, d'abord, ces deux contraintes se sont complètement effacées. Et notamment celle du temps, ou ce sentiment que tiens, la démarche qualité c'est quelque chose qui vient en plus. Non, c'est complètement intégré, ça fait même partie, je crois, de colonne vertébrale, je vais continuer au fil des métaphores, mais ça fait partie de notre ADN maintenant, aujourd'hui. C'est complètement transversal et intégré à toutes nos pratiques. Les conditions de réussite, effectivement, elles ont été nombreuses. Ça ne se fait pas comme ça. La première des conditions de réussite, je dirais que, alors d'un point de vue du collectif, bien évidemment, et du réseau, du point de vue du réseau, c'est qu'on était prêt, on était mûr, et qu'il y a un juste moment pour démarrer ce type de démarche. Pour nous, en tout cas, c'était le cas. C'est-à-dire qu'on avait une pratique déjà de travail en commun. Ce collectif, il est né... il a commencé à naître et à se construire dans le réseau au début des années 2000 aussi, et c'est vrai que le début 2000 on n'aurait pas pu, il fallait d'abord apprendre à se connaître, d'abord travailler ensemble sur un certain nombre de sujets, et au fur et à mesure des années, vous voyez, 9 ans après, ah ouais, ok, bon là on est peut-être prêt, on est mûr à travailler ensemble. Ça c'est, il ne faut pas forcer, je pense, le destin. Là on était mûr, la preuve c'est qu'au départ on imaginait simplement démarrer à 5-6 associations, qui défrichent un petit peu, qui écrivent le référentiel, et finalement c'est les 23 qui sont partis dire si finalement on était prêts. Le deuxième point principal, c'est, je reviens sur cette question de temps, il faut se laisser le temps, encore une fois qu'on a décidé de construire ce type de démarche, eh bien il faut laisser du temps au temps, c'est-à-dire qu'il faut que ça rentre dans les associations, dans les structures, dans les organismes. Il faut que ça rentre dans la tête de toutes les parties prenantes. Petit à petit, il faut que ça fasse son chemin. C'est une mise en culture progressive. Et si on ne se laisse pas de temps, ça peut être dommageable. Dans les conditions de réussite, j'ai évoqué un accompagnement. Nous, en tout cas, on en a eu besoin. C'est indispensable. Un regard extérieur qui nous aide à rédiger, qui aide à organiser la pensée, qui aide parfois à arbitrer également, ça, il y a besoin d'organiser tout ça. Et quand c'est lié avec le fait d'être prêt et d'être au bon moment, il se trouve que l'URAGE, le réseau Habitat Jeune, le réseau des foyers de jeunes travailleurs, comme on s'appelait autrefois, on avait le soutien et on existait de manière assez forte auprès d'un ensemble de partenaires et qui nous ont suivis dès lors qu'on a présenté
notre projet. Quand j'évoque les partenaires, je pense en premier lieu au Conseil régional des Pays de la Loire, qui a souhaité justement faire de notre démarche un exemple au tout démarrage. Donc Fabienne Renaud, je pense qu'elle vient tout à l'heure, on a travaillé avec elle au tout démarrage, ils nous ont vraiment soutenus, les conseils généraux également sur le principe, les CAF également, notre OPCA, etc. Donc on a mobilisé un certain nombre de partenaires qui sont les nôtres. Et j'en oublie bien évidemment, mais c'est indispensable en tout cas de se faire entourer. L'idée pour nous étant de partager le plus possible et de co-construire à l'interne et avec l'externe également cette démarche. Et puis, bon, voilà, dans les éléments de réussite, c'est ne pas perdre de vue, et dès le départ on a commencé par ça, par nos valeurs, se les rappeler, les écrire et les partager. Les valeurs pour nous d'éducation populaire, d'économie sociale et solidaire. D'accord. Monsieur Créton, pour compléter Donc, transformer un obstacle en tremplin, oui, bah, c'est la vie de responsable de structure, qu'on soit privé, lucratif ou non lucratif, on est tous là-dedans. C'est notre boulot, c'est de prévoir les risques et de les transformer en chances. Sinon, on n'évolue pas, quoi. Le temps, c'est une question de priorité, effectivement. Contrairement à d'autres fusions, on a créé des postes. Ça a beaucoup inquiété les personnes qui étaient concernées par la fusion, parce que non seulement on avait deux structures, donc deux cultures différentes, et non seulement on allait mêler ces deux cultures, mais en plus on amenait des nouveaux. Donc ça a été une phase de trouble importante qui nous a obligés à nous poser des questions sur l'organisation. Et c'est comme ça que le projet s'est finalisé. Toutes les obligations sont bienvenues, sont elles qui nous obligent à agir. Ensuite, on s'est bien sûr fait accompagner d'un regard extérieur, parce que tout seul, il y a des choses, on manque de méthode, on manque de recul. En plus, vous connaissez ça, plus on est engagé dans sa structure, moins on en voit les défauts. On est, de toute façon, ce qu'on fait est bien. Donc, la quatrième condition, c'est d'être très têtu. Donc, plus les obstacles sont importants, plus ça nous oblige à être têtu, mieux c'est. Et donc, on est arrivé avec beaucoup de dialogue. On est arrivé à améliorer, c'est pas fini, on est sur la phase de lancement, mais c'est surtout beaucoup d'écoute, beaucoup de paroles. Alors, écoute à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut aussi aller écouter les gens pour qui on travaille. La vérité n'est pas faite uniquement dans nos structures, sinon on sert à quoi? Un projet associatif comme le nôtre, c'est un projet au service, je vous l'ai défini tout à l'heure, au service de microstructures économiques, ou moins micro, mais il faut que ça leur apporte quelque chose. Et ces structures-là ne se posent pas des questions de formation, ne se posent pas des questions de bilan pédagogique et financier. Ce qu'elles se posent des questions d'entreprise, sont des problèmes d'entreprise, que ce soit des entreprises individuelles ou des structures plus élaborées, et il faut qu'on leur apporte une réponse qui va être immédiatement inscrivible, immédiatement agissante dans leurs problématiques. Donc ça, c'est un impératif. L'autre élément qui nous a beaucoup aidé, c'est de tomber, nous sommes en Pays de la Loire, je suis à peu près certain, en faisant partie d'un réseau national, que c'est plus facile de s'adapter en Pays de la Loire que dans d'autres régions. On a une qualité, je ne suis pas des Pays de la Loire, donc j'ai rien à défendre là-dessus, on trouve ici une qualité de gens qui prennent des responsabilités dans le milieu associatif qui sont assez incroyables. Ils sont là pour servir et pas se servir. Et ça, c'est aussi notre chance. On a des élus, souvent, dans notre région, qui sont d'une qualité extraordinaire. D'accord, merci. Peut-être, comme on a un petit peu de temps, peut-être des questions de la part de l'auditoire. Ça vous laisse là-haut. Bonjour à tous, Stéphane Billard et Alizéo.
vous avez dit que vous avez été accompagné. J'aurais voulu savoir un petit peu par qui vous avez été accompagné, comment ça s'est passé. Enfin, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet-là? Donc, nous avons été sur une démarche sonnante et trébuchante par KPMG Association. Ai-je répondu à la question? Oui, en partie, oui. Après, Quel accompagnement, hein, si j'ai bien... Quel type d'accompagnement? Donc, il y a eu un comité de préalable à la fusion pour organiser la structure, pour vérifier tous les éléments nécessaires dans une réorganisation. Nous sommes passés d'une taille de 20 personnes à peu près à pratiquement, aujourd'hui on va doubler. Donc les structures par exemple, structure hiérarchique ne pouvaient plus être la même. Avant, tout le monde était en râteau avec moi, il n'y avait pas de rapport hiérarchique dans la structure, il n'y avait qu'un directeur. Aujourd'hui, j'ai 2 adjointes qui dirigent chacune leur service. Ça, c'était pas non plus évident, c'était pas dans l'ADN de la structure. Et les 2 structures n'avaient qu'un seul dirigeant. Donc, la composition du bureau élargi, la charte de la structure, beaucoup de choses ont été pesées et surtout des hypothèses ont été éliminées. Mais lorsque la fusion s'est faite en avril 2012, il restait un chantier énorme. Et là, nous n'avions plus d'accompagnement, c'est à nous de nous débrouiller. Et s'agissant de nous, je ne sais pas si vous connaissez, mais on s'est fait accompagner par un organisme qui s'appelle le CAFOC de Nantes. Depuis le démarrage, on avait rédigé au tout départ un cahier des charges assez précis sur ce qu'on imaginait, ce qu'on souhaitait, ce dont on avait besoin en termes d'accompagnement. On a retenu le CAFOC qui nous a accompagnés durant toute la construction de la démarche, qualité, la rédaction de notre référentiel, toute la mise en place de procédures, toute la méthodologie mise en place, dont je n'ai pas parlé là, mais au sein de chacune des associations, les audits croisés, etc., le principe de labellisation, et qui continue, en tout cas jusqu'à encore 6 mois, qui continue à faire vivre, parce qu'une fois que c'est construit, ça crée une dynamique. Le plus difficile, c'est de continuer à faire vivre encore dans cette notion de temps, dans le temps et au fil des années, cette démarche qualité. Pour l'instant, on y parvient assez bien, on est assez satisfait. Mais c'est aussi un autre enjeu, la démarche. Il y a une question à gauche, là-bas. Très bien. Oui, bonjour, Hervé Bouguereau, consultant fondateur. Je pense que ce que vous avez fait, c'est une démarche, je dirais, traditionnelle de ce que beaucoup de gens pensent que c'est la RSE. Et l'intervenante précédente nous a parlé plus d'un après-RSE, l'idée de participer à la transformation de la société. Donc je voulais savoir qu'est-ce que ce premier message, je dirais, évoque aujourd'hui pour vous, qui avez, je dirais, fait une première étape. Oui, je veux bien répondre en tout cas en premier, parce que ça fait effectivement partie des réflexions qu'on a aujourd'hui. Après avoir travaillé sur nous, on s'est écrit un beau référentiel qu'on fait vivre, etc. Effectivement, et je rejoins ce que disait Hélène Combe en introduction ce matin, c'est finalement quelle plus-value on apporte à la société. Qu'est-ce qu'on apporte globalement? Qu'est-ce que le fait de notre propre regard, justement, ou comment je contribue au global, après contribuer au local auprès des jeunes, voilà. Cette question-là, il nous faut nous la poser, et on commence à se la poser. C'est la suite. Alors, d'abord, on répond à toutes nos obligations réglementaires. Ça va nous prendre encore 6 mois, mais je pense que le cheminement intellectuel et l'aboutissement, il n'y a pas d'aboutissement, mais c'est la suite logique des choses. Et comment contribue-t-on au global ou à la société? Pour nous, ça pourrait ressembler à la question quelle est finalement, comment pourrait-on mesurer ou mettre des mots sur notre plus-value sociale, c'est-à-dire la plus-value du service apporté aux jeunes. Qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça génère dans les quartiers, dans les villes, pour l'ensemble des partenaires qui œuvrent. Voilà, ça c'est effectivement la suite qu'on doit poser. Et puis, mais je pense que ça va en même temps. Je pense que dans cette démarche qualité qui
qui avait une entrée, encore une fois, service. Il nous faut vraiment, cette fois-ci, y injecter nos valeurs qui n'existent. Alors ça, c'est que moi qui parle, c'est pas forcément partagé par... mais nos valeurs d'éducation populaire, toutes les valeurs qu'on retrouve derrière le terme ESS, etc., développement durable, je pense qu'on doit encore... On doit y mettre un peu plus dans notre référentiel. Je vais prendre un exemple pour vous répondre, parce qu'on en a plusieurs et je dois être court, je crois. Donc, nous formons des repreneurs d'entreprises artisanales du bâtiment. Alors, notre activité, c'est modeste, hein, c'est 30 à 40 stagiaires par an là-dessus. Donc sur les projets, on est sur des taux excellents, mais comme tout projet accompagné, on n'est pas meilleur, pas moins bon que d'autres réseaux. Mais ça, c'est une action qui n'est absolument pas rentable chez nous. En termes budgétaires, ça peut être considéré comme une danseuse. Par contre, c'est fondamental, c'est le maintien d'un réseau artisanal du bâtiment en milieu rural. Voilà un exemple, et on travaille avec les collectivités territoriales sur des actions pour essayer de les regrouper, etc. Mais ça, c'est vraiment dans nos priorités, même si on doit trouver d'autres actions pour financer cette activité-là, parce que nous n'avons plus de subventions, je vous l'ai dit au départ. Merci messieurs pour cette partie témoignage. À moins qu'il y ait peut-être une dernière question dans la salle. Non, écoutez, merci à vous en tout cas.